Avec ses monuments, parcs, ponts et bâtiments anciens, Salaberry de Valleyfield regorge d'événements insoupçonnés. Chaque fois qu'on passe devant l'un d'entre eux, on ne peut qu'imaginer l'histoire qu'il pourrait nous raconter. Aujourd'hui, on a pensé vous dévoiler la trame historique de l'un d'entre eux. Nous vous proposons une visite virtuelle de quelques-uns des sites et monuments commémoratifs campi-valenciens. Nous vous invitons à entrer dans l'espace mémoire, cette aire de surface comprise entre les rues Dufferin et du parc Galt. Cette œuvre d'art public inaugurée en 2013 fut conçue par Rénal Piché et Denis Poirier, deux esprits créatifs en art visuel multidisciplinaire. Elle représente Neptune, le dieu des eaux vives et des sources. Elle souligne la tenue des régates modernes et le 75e anniversaire d'existence des régates de Valleyfield. Ce dieu d'acier inoxydable pèse plus de 4420 kg. Son système de projecteur permet une qualité fort étonnante d'effets visuels. À proximité de Neptune, une stèle nous rappelle le 10e anniversaire de jumelage établi depuis 1998 de la ville de Salaberry de Valleyfield avec la commune de Combe-la-Ville en France. Identifié initialement sous l'appellation de Jardin des éléments, ce site est reconnu depuis 2012 à titre d'espace Madeleine Parent, en mémoire de cette figure de proue des mouvements progressistes et féministes du Québec. Au mi-temps des années 1940, Madeleine Parent a été à la tête du mouvement de syndicalisation des travailleurs de l'usine Montreal Cotton. Au cours de la guerre anglo-américaine, connue sous le nom de guerre de 1812, Michel-Alain Chartier de Lotbinière, seigneur de Vaudreuil, mobilise 136 hommes de milice et s'installe à l'automne de 1813 sur le site de la Pointe aux Anglais. Un chemin de guerre sera construit. Il correspond aujourd'hui à la rue Grande-Île et l'avenue Grande-Île. De Lotbinière fortifie les lieux avec des abattis, des canons, des grappins, des chevaux de frise et des câbles submergés. Le 26 octobre 1813, le colonel Charles-Michel de Salaberry est victorieux face à l'invasion américaine à la bataille de la Châteauguay. Ce fait d'armes incitera de Lotbinière à retirer sa milice de la Pointe aux Anglais et ce retrait sera définitif. En 1998, 3 sépultures en acier inoxydable, dénommées Souffle des Halles, sont érigées sur un terre-plein de l'avenue du Centenaire. Elles sont l'œuvre des artisans Rénal Piché et Denis Poirier. L'homme et la femme représentent les travailleurs et travailleuses de la Montreal Cotton, tandis que l'enfant, les perspectives d'un avenir prometteur. L'appellation Place des Tisserands réfère à la thématique du coton et de la Montreal Cotton. Le monument léger est érigé lors des fêtes du centenaire de Salaberry de Valleyfield en 1974 à Jules Léger, ambassadeur du Canada à l'OTAN de 1958 à 1962 et à Paris de 1968 à 1972. Il deviendra le 21e gouverneur général du Canada de 1974 à 1979. En second lieu, à son frère Paul-Émile, né à Salaberry de Valleyfield en 1904. Il deviendra vicaire général du diocèse de Valleyfield et curé de la cathédrale de 1940 à 1947.
Paul-Émile Léger sera nommé 7e évêque et 5e archevêque de Montréal de 1950 à 1967 et promu cardinal en 1953. Il décédera en 1991 à Montréal. La Société Saint-Jean-Baptiste de Salaberry de Valleyfield, désirant commémorer le 4e centenaire de l'arrivée de Jacques Cartier au Canada, donne au marbrier Campier-Valencien, Arthur Brault, le mandat de l'élévation d'une croix lors de l'aménagement du nouveau parc municipal en 1936. Érigée le 1er janvier 1937, elle sera dignement inaugurée le 24 juin suivant. C'est à ce moment qu'on lui donnera le nom de croix Jacques Cartier, ainsi que pour la pointe de terre, l'accueillant, appelée désormais pointe Jacques Cartier. Le 5 août 1945, plusieurs membres de la grande famille Julien sont rassemblés pour la bénédiction de la croix du chemin de la famille. Elle est érigée sur leur terre ancestrale défrichée depuis 1820 par Louis Julien, cultivateur et patriote de 1838. L'un des fils de Louis, Julien, est le père de plusieurs personnes présentes à cette bénédiction, dont Monseigneur Oscar Julien, père blanc d'Afrique, évêque du diocèse de Choba et vicaire apostolique de Nyasaland, Malawi, en Afrique australe. La Compagnie 27 des Zouaves pontifico-canadiens est mise sur pied à Salaberry de Valleyfield en 1931. Depuis 1956, nous pouvons admirer sur le terre-plein à l'intersection des rues Victoria et Fabrique un monument en hommage à la papauté et aux Zouaves pontificaux. Cette appellation désigne une armée pontificale qui a été constituée en 1861 pour défendre les États pontificaux contre les envahisseurs piémontais de la région de Piémont en Italie. Au cours de la guerre de 1812, à la bataille de la Châteauguay, le lieutenant-colonel Charles-Michel Diarambéré de Salaberry se démarque par ses stratégies militaires utilisées, obligeant les troupes américaines du général Wade Hampton à une fuite décisive vers les États-Unis. Ce fait d'armes consacre Salaberry en héros national. Son nom sera intégré dans l'appellation officielle de cette ville lors de son incorporation sanctionnée le 28 janvier 1874. Ce bronze, commandé d'Italie en 1959 par la Société Saint-Jean-Baptiste du diocèse de Valleyfield, sera exposé jusqu'à la fin août 1964 dans la halle d'entrée de l'Hôtel de Ville. Le 23 octobre 1963, le gouverneur général du Canada, Georges Vanier, invite son épouse, Pauline Archer, une descendante de Salaberry, à procéder dans le parc d'Elfa-Sauvé au dévoilement officiel de la statue du colonel Salaberry. Le gouverneur général Georges Vanier passera en revue ses troupes et saluera les dignitaires présents. Le 31 août 1964, Charles-Michel de Salaberry sera définitivement installé sur son socle de granit à l'extrémité est du pont Monseigneur Langlois. Le 18 décembre 1996, la ville acquiert le monument de la Société Saint-Jean-Baptiste pour l'installer à l'emplacement de ce qui deviendra, le 4 septembre 1999, la place du 125e de Salaberry de Valleyfield, endroit dédié à ces pionniers. La frégate NCSM Valleyfield K-329 fut torpillée la nuit du 6 au 7 mai 1944 par le sous-marin allemand U-548 lors de la bataille de l'Atlantique. Ce monument est dédié aux 120 officiers et hommes qui reposent avec leurs navires au fond de l'océan Atlantique, 90 milles au sud de Cape Race, Terre-Neuve, et aux 5 marins inhumés à Saint-Jean-Terre-Neuve et aux 38 survivants. Le Campi-Valencien d'origine et ingénieur de bord, Joseph Blair Menzies, fait partie des 125 victimes.
Ce cénotaphe, situé en façade du palais de justice de Valleyfield, est dédié à la mémoire de militaires ayant donné leur vie pour la sauvegarde de la liberté. Nous pouvons y lire l'expression latine « Gloria est pro patria mori », gloire à ceux qui sont morts pour la patrie. Chaque année, de nombreuses personnes se rassemblent le jour du souvenir autour de ce cénotaphe pour rendre un vibrant hommage de reconnaissance à ces héros ayant combattu et donné leur vie au nom de la justice et de la liberté. Gloria est pro patria mori. Cette sculpture est l'œuvre des frères Gabriel et Yann Laframboise. Faite d'acier inoxydable, elle représente les bâtisseurs de 4 générations. L'enfant assis en hauteur personnifie l'avenir et la culture, à l'image de ces 2 artistes maîtres de la technique de soudure du métal filaire. Implantée sur le terre-plein du carrefour giratoire, elle est située là où l'ancien canal Beauharnois bifurquait vers le sud-est pour se rendre presque directement à l'écluse numéro 13 de Saint-Timothée. À l'automne de 1842, le Bureau des travaux publics entreprend le creusage de l'ancien canal Beauharnois. Il fait appel à une main-d'œuvre majoritairement irlandaise, ayant déjà travaillé aux ouvrages du canal de la Chine et à d'autres ouvrages d'envergure aux États-Unis. Au début de 1843, le Bureau relaie à des entrepreneurs les travaux de cet ancien canal. Il s'ensuivra une augmentation du nombre d'heures travaillées quotidiennement à tarif journalier moindre. Des comptoirs alimentaires seront ouverts par les entrepreneurs, obligeant les ouvriers à s'y approvisionner à des prix de denrées élevés. Le coût de ces marchandises, cumulé à celui de l'hébergement, c'est-à-dire de la location des cabanes appelées shanty, seront prélevés à même leur salaire versé mensuellement. Des revendications seront adressées, mais en vain. Il s'en dégagera un mécontentement et une grogne généralisée. L'appel est lancé à la grève générale. Il sera suivi d'un lock-out. Le 74e régiment sera appelé en renfort. Au matin du 12 juin 1843, plus de 1000 travailleurs convergent sur le terrain en façade du manoir Grant. L'acte d'émeute est lu et l'ordre de se disperser crié. Cet ordre sera suivi d'une décharge de fusils, puis l'infanterie et la cavalerie mettront les grévistes en fuite. Officiellement, nous dénombrons 6 décès. Mais cette émeute fourmentée au cours des derniers mois et sa vingtaine de victimes officieuses sera connue sous l'appellation de Lundi rouge, et plus encore comme celle du soulèvement des Irlandais. En 1993, le comité du 12 juin 1843 est mis sur pied pour commémorer le 150e anniversaire du soulèvement des Irlandais. Un mémorial sera érigé à Saint-Timothée, à proximité de l'hôtel Grant et de la route 132. Sur la plaque de bronze, nous pouvons y lire « À la mémoire des travailleurs irlandais décédés pendant la grève survenue lors du creusage du premier canal Beauharnois, 1842-1845. » L'ambassadeur de l'Irlande au Canada a inauguré ce monument le 12 juin 1994. Le soulèvement des Irlandais est connu à titre de conflit ouvrier le plus sanglant étant survenu au pays. Il est davantage à titre de première grève au Canada.